Salut à tous. Avant même que cette guerre commence, l'armée américaine savait déjà ce que l'Iran allait faire. Le plus haut gradé américain avait averti le président que l'Iran minerait le détroit d'Ormuz, lancerait des drones et tirerait des missiles à travers la région. Mais l'hypothèse à Washington était simple. L'Iran se rendrait avant que tout cela n'arrive. Dans l'école trumpienne de gestion de crise, un avertissement lancé à grand bruit est souvent traité comme une stratégie en soi, comme si les voies maritimes, les stocks de missiles et la géographie étaient censés céder sur commande. 2 semaines plus tard, le détroit d'Ormuz est fermé, 300 navires sont immobilisés et des missiles iraniens frappent maintenant des villes israéliennes. La vraie histoire de cette guerre, ce ne sont pas seulement les attaques, c'est la stratégie qui les sous-tend. Avant que les premiers missiles ne soient lancés, et avant que la confrontation entre les États-Unis et l'Iran ne dégénère en conflit ouvert, les planificateurs militaires avaient déjà établi la façon dont Téhéran risquait de réagir. Lors de séances d'information classifiées à Washington, des analystes du renseignement et des officiers supérieurs ont présenté une série de scénarios décrivant la stratégie potentielle de l'Iran. Duncan aurait averti que l'Iran disposait de plusieurs moyens de riposter si son territoire faisait l'objet d'une attaque directe. Selon ces séances d'information, Téhéran miserait probablement sur des réponses asymétriques plutôt que sur des engagements conventionnels sur le champ de bataille. L'un des scénarios prévoyait une perturbation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Les planificateurs militaires estimaient que l'Iran pourrait déployer des mines navales ou de petites embarcations d'attaque capables de menacer la navigation commerciale. D'autres projections mettaient en garde contre des frappes de missiles et des attaques de drones visant des bases régionales et des infrastructures alliées. Ces possibilités avaient déjà été examinées lors de simulations de guerre et d'exercices stratégiques antérieurs. Sur papier, le scénario laissait entendre que tout conflit pouvait rapidement s'étendre à l'ensemble de la région. Pourtant, les attentes politiques entourant l'opération étaient différentes. Certains décideurs croyaient que les dirigeants iraniens s'effondreraient sous la pression ou chercheraient à négocier avant de mettre pleinement en œuvre leur plan de représailles. Cette hypothèse allait bientôt se révéler être l'une des erreurs de calcul stratégique les plus lourdes de conséquences au début de la guerre. C'est l'habitude classique du camp Trump. Confondre la fanfaronnade télévisuelle avec un véritable levier de coercition, puis se dire surpris quand l'autre camp refuse de suivre le scénario de la conférence de presse. À mesure que la confrontation se déroulait, la réponse iranienne ressemblait moins à une simple vague de représailles qu'à une stratégie structurée en plusieurs étapes. La première phase semblait viser l'infrastructure israélienne d'alerte précoce. Les installations radars et les réseaux de capteurs chargés de détecter les menaces entrantes comptent parmi les éléments les plus critiques de toute architecture de défense antimissile. Sans détection fiable, les systèmes d'interception ne peuvent pas calculer les trajectoires ni lancer les missiles défensifs à temps. Selon plusieurs évaluations, les frappes iraniennes au début du conflit auraient pu viser à dégrader ces capacités. Des installations reliées au réseau israélien de surveillance et de renseignement, y compris des systèmes associés aux forces de défense d'Israël, figuraient parmi les cibles soupçonnées. En perturbant ou en affaiblissant la couverture d'alerte précoce, les attaquants peuvent réduire le temps de réaction dont disposent les défenseurs. La deuxième phase semblait viser à épuiser le bouclier défensif lui-même. Le réseau israélien de défense aérienne multicouche comprend des systèmes comme Iron Dome et Arrow, conçus pour intercepter des roquettes et des missiles balistiques à différentes altitudes. Des lancements continus de missiles ont forcé ces systèmes à demeurer actifs pendant de longues périodes. Chaque alerte déclenchait le suivi radar, le lancement d'intercepteurs et des décisions opérationnelles rapides. Avec le temps, cette posture défensive constante a mis sous contrainte à la fois l'équipement et le personnel. En termes stratégiques, l'objectif d'une telle pression n'est pas toujours la destruction immédiate. Il s'agit parfois d'une préparation, d'un façonnage du champ de bataille avant le début de la prochaine phase d'attaque.
Dans la messagerie politique alignée sur Trump, les systèmes défensifs sont souvent décrits comme s'ils fonctionnaient avec des slogans, des angles de caméra et la seule force d'être qualifiés de formidables. La vraie guerre est moins coopérative. Après plusieurs jours de pression soutenue sur le réseau défensif israélien, une nouvelle phase du schéma d'attaque est devenue visible. Une fois la couverture d'alerte précoce mise à l'épreuve et les systèmes d'interception maintenus actifs durant de longues périodes, les forces iraniennes semblaient introduire un autre type d'armes sur le champ de bataille. Des missiles balistiques munis de charges à sous-munitions. Contrairement aux missiles conventionnels qui livrent une seule ogive explosive, ces armes libèrent plusieurs sous-munitions pendant la phase finale du vol. À mesure que le missile descend vers sa zone cible, la charge utile se sépare et disperse des dizaines de petites bombes sur un large rayon. Chaque sous-munition tombe ensuite indépendamment vers le sol. Pour les systèmes défensifs exploités par les forces de défense d'Israël, ce type d'attaque crée un problème beaucoup plus complexe. Les systèmes d'interception de missiles comme Iron Dome sont généralement conçus pour repérer et détruire des projectiles entrants pris individuellement avant qu'ils n'atteignent des zones peuplées. Mais une fois que une charge à sous-munitions se sépare, la situation change rapidement. Au lieu d'intercepter une seule cible, les défenseurs peuvent soudainement faire face à des dizaines d'objets plus petits qui descendent simultanément sur une vaste zone. Bon nombre de ces petites bombes suivent des trajectoires imprévisibles et sont trop petites pour être suivies individuellement dans le temps de réponse disponible. Selon plusieurs rapports qui circulaient pendant le conflit, les systèmes d'interception ont eu du mal à engager les sous-munitions une fois la séparation survenue. En pratique, une fois la charge à sous-munitions déployée, l'interception défensive devenait extrêmement difficile. Ce moment a marqué un virage critique dans la dynamique de l'attaque. Voilà ce qui arrive quand un conflit cesse de se comporter comme une publicité électorale et se met à se comporter comme la physique. Le manuel trumpien n'a jamais été particulièrement solide face à la physique. Alors que les échanges de missiles dominaient les manchettes sur Terre, un autre front du conflit se déployait en mer. L'Iran a commencé à transformer le détroit d'Ormuz en ce que les planificateurs militaires décrivent souvent comme une zone maritime létale. Ce passage étroit reliant le golfe Persique aux routes maritimes mondiales est l'une des voies navigables les plus stratégiques au monde. Environ 1/5 des expéditions mondiales de pétrole y transitent normalement. Selon des rapports de surveillance régionaux, les forces iraniennes ont déployé un réseau de menaces à plusieurs couches à travers le détroit. Des mines navales auraient été positionnées le long des principales routes maritimes, tandis que des drones de surveillance suivaient les mouvements des navires sur la voie d'eau. Le long du littoral iranien, des batteries de missiles anti-navires ont été placées en état d'alerte renforcée. Ces systèmes de lancement côtier peuvent viser les navires qui traversent cet étroit corridor maritime, créant des zones d'engagement qui se chevauchent et rendent la navigation extrêmement risquée. Des vedettes d'attaque rapides et des patrouilleurs auraient aussi été observés dans la zone, ajoutant une couche supplémentaire d'imprévisibilité pour le trafic commercial. Le résultat a été un arrêt soudain des schémas normaux de navigation. À un certain moment, les données de suivi maritime indiquaient que plus de 300 navires commerciaux attendaient ou dérivaient à l'intérieur du Golfe, réticents à traverser le détroit tant que l'environnement de menace demeurait incertain. Même les forces navales faisaient face à des conditions opérationnelles difficiles. Bien que la marine des États-Unis maintienne une forte présence dans la région, escorter des navires commerciaux à travers un corridor fortement miné et couvert par des missiles présente des risques importants. En pratique, cette voie maritime était devenue l'une des routes de navigation les plus dangereuses au monde. Il s'avère que les assureurs maritimes sont moins facilement impressionnés par les coups de menton du monde trumpien que les panels de chaînes d'information en continu. La perturbation dans le détroit d'Ormuz a rapidement commencé à toucher bien plus que les opérations militaires régionales. Ce corridor maritime étroit transporte environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole échangé. Les pétroliers qui transportent du brut depuis les producteurs du Golfe
passe par le détroit avant d'atteindre des raffineries et des marchés en Europe, en Asie et au-delà. Quand le trafic ralentit dans ce passage, l'impact se répercute presque immédiatement dans les systèmes énergétiques mondiaux. À mesure que les tensions augmentaient, les assureurs maritimes ont commencé à hausser les primes pour les navires entrant dans le Golfe. Dans certains cas, le coût d'assurer un voyage de pétrolier à travers le détroit a tellement augmenté que des compagnies maritimes ont commencé à se demander si le trajet demeurait financièrement viable. Plusieurs opérateurs ont choisi de retarder des départs ou de détourner complètement des navires. Les calculs économiques ont vite révélé un problème frappant. Pour certaines cargaisons, le coût des escortes navales, de l'assurance contre les risques de guerre et des retards potentiels a commencé à dépasser la valeur même de la marchandise. En pratique, faire passer du pétrole dans ce corridor devenait économiquement irrationnel. Les marchés de l'énergie ont réagi rapidement à l'incertitude. Les négociants qui suivaient la situation ont commencé à intégrer dans leur prix la possibilité d'une perturbation de l'approvisionnement, poussant les prix du brut à la hausse à mesure que la crainte d'une instabilité prolongée se propageait. Ce qui avait commencé comme une confrontation militaire régionale produisait maintenant des conséquences économiques mondiales. Si le détroit demeurait partiellement fermé, même pendant une courte période, les effets d'entraînement pourraient atteindre les industries et les consommateurs partout dans le monde. Le conflit ne se limitait plus aux missiles et aux patrouilles navales. Il commençait à remodeler l'économie du commerce mondial de l'énergie. Le camp Trump parle souvent comme si les marchés saluaient l'agressivité sur commande. En réalité, les marchés ont plutôt tendance à en envoyer la facture. Au début du conflit, de nombreux calculs politiques aux États-Unis et dans les capitales alliées reposaient sur une hypothèse centrale. L'idée était que une pression militaire intense déstabiliserait rapidement les dirigeants iraniens. Certains décideurs s'attendaient à ce que la pression économique, la dissidence interne et les attaques extérieures forcent le gouvernement à chercher à négocier, voire déclenchent un effondrement politique interne. Mais la réalité s'est déroulée autrement. Au lieu d'une fragmentation, la confrontation semblait consolider l'appui politique à l'intérieur de l'Iran. Le sentiment nationaliste s'est intensifié alors que le pays subissait une attaque et les factions rivales du système politique ont temporairement resserré les rangs. Au milieu de la crise, la structure de direction iranienne a connu une transition importante après la mort d'Ali Khamenei. Un nouveau guide suprême a été choisi et cette transition a été présentée à l'intérieur du pays comme un moment de continuité et de résistance. Loin de signaler un repli, la nouvelle direction a publiquement juré de continuer à affronter la pression extérieure. Les lancements de missiles se sont poursuivis et les forces iraniennes ont maintenu leur posture dans le détroit d'Ormuz, prolongeant la perturbation du trafic maritime dans l'un des corridors énergétiques les plus critiques du monde. Malgré toute l'assurance de la messagerie à la Trump, un changement de régime demeure beaucoup plus facile à annoncer sur un podium qu'à produire sur un véritable champ de bataille. D'un point de vue stratégique, le résultat a mis en lumière une erreur de calcul fondamentale. L'attente d'une capitulation rapide avait sous-estimé la résilience du système politique iranien en temps de guerre. Au lieu de mettre fin rapidement à la confrontation, les hypothèses de départ ont contribué à créer les conditions d'un conflit plus long et plus complexe, dont les conséquences dépassaient désormais largement le champ de bataille initial. Et c'est là le problème durable d'une politique bâtie sur le spectacle. Les applaudissements arrivent vite, les conséquences restent plus longtemps, et la facture se soucie rarement de savoir qui a prononcé la déclaration la plus tonitruante. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.